Bonjour à tous, vous êtes en train de nous rejoindre petit à petit pour ce webinaire organisé par le Friends District et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Olivier Sureau et Adrien Hérault, comme d'habitude, sur des sujets de patrimoine, sur des sujets d'investissement, de placement. Et là, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qui est la transmission du patrimoine lorsqu'on habite en France et qu'on a des biens aux États-Unis ou inversement, j'imagine. En tout cas, je vais vous laisser la parole. Et c'est un sujet qui est évidemment intéressant pour beaucoup d'expatriés. Euh, c'est un sujet aussi qui est complexe, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir d'avoir Adrien et Olivier avec nous, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, comme vous allez le voir. Et je vous rappelle que cet enregistrement, enfin, pardon, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le revoir sur le Friends District, sur notre chaîne YouTube, et que nous vous proposons de poser vos questions à la fin en utilisant le bouton Q&A. Voilà. Adrien, je te laisse la parole. C'est toi qui commence, je crois. Merci Romain, merci pour la présentation et merci à French District pour avoir organisé cette conférence. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis avec mon associé Olivier, qui est expert comptable français et CPA américain. Et ensemble, on va parler de donation, succession dans le contexte franco-américain dans lequel on est. Olivier, je te donne la parole. Merci Adrien. Je vais partager de suite mon écran. Bonjour à tous. Un petit peu, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de donation et succession, comme l'a dit Adrien, hein. Donc le but, c'est un petit peu c'est de parcourir beaucoup de fiscalité et de côté fiscalité et côté patrimoine, hein, toujours dans ce sens, un petit peu cette subtilité, cette particularité franco-américaine. On ne va pas rentrer dans le détail du droit interne américain ou français. On va parler surtout du contexte international, hein, parce qu'on a souvent des a priori quand on parle de fiscalité successorale. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'essayer d'être le plus simple possible, même si vous verrez, il y a un sujet assez vaste, mais je sais qu'on aura un replay qui sera envoyé par French District. Et n'oubliez pas également de mettre vos questions dans le chat. On y répondra à la fin avec Adrien et moi-même. Donc, le but aujourd'hui, c'est de parler d'une famille qui est installée. Donc, notamment, on va prendre l'exemple d'installation à Miami. Là, je vais vraiment parler aujourd'hui de fiscalité fédérale. Pensez bien, si certains d'entre vous qui nous suivaient, vous habitez dans des États où il y a une fiscalité, validez toujours la fiscalité successorale applicable dans l'État où vous habitez. Parce qu'on avait une fiscalité fédérale qui s'applique à tout le monde, peu importe où on habite, qui a des abattements assez conséquents, mais certains États sont un petit peu plus restrictifs et dans certains États, on oublie trop souvent, et j'insiste bien, que l'on peut avoir une exonération de 15 millions de dollars au niveau fédéral, sachant que l'État peut avoir dans certains cas, par exemple New York, en abattement est de 7 millions de dollars, le Massachusetts, l'abattement est de 2 millions de dollars. Donc, on se retrouve à des fiscalités beaucoup plus rapides et de façon assez importante et surprenante parfois. Donc, faites bien attention. Aujourd'hui, je parle de fiscalité fédérale, mais regardez bien la fiscalité qui sera applicable également, s'il y en a une, au niveau de votre État, hein. Il y a beaucoup d'États qui n'ont pas de fiscalité de succession, mais faites attention quand même, hein, certains en ont qui s'appliquent, hein. Donc, le but, c'est un petit peu d'avoir cette famille Durand qui a du patrimoine, à la fois du côté français, du côté américain, à la fois une maison, des actions, une assurance vie. Et le but, bien évidemment, c'est s'organiser pour sa partie successorale. On ne va pas parler beaucoup de droit civil aujourd'hui. On va vraiment s'accentuer sur la partie fiscalité. Il y a aussi un droit civil qui est le component important, mais on ne peut pas tout faire, c'est quand même assez important. Enfin, c'est surtout vaste comme sujet. Donc, quand on parle de fiscalité successorale, tout d'abord, on va définir la partie le domicile fiscal. Quel est le mot domicile fiscal? On parle de domicile fiscal lorsqu'on parle de succession et de donation aux États-Unis. On parlera d'imposition du vivant, ce qu'on appelle l'imposition par donation, hein, c'est quand la personne qui donne est en vie. Et on va parler de la succession dans ce cadre-là au niveau des donations et enfin des successions plutôt dans ce cadre-là au niveau de la convention fiscale. Donc, tout d'abord, comment savoir si j'ai mon domicile fiscal aux États-Unis? Dans ce cadre-là, vous avez un premier critère qui est le critère américain, hein. Quand on parle de fiscalité, succession, donation, on a un critère tout d'abord qui va s'appliquer du côté en droit interne. Est-ce que je suis aux États-Unis ou est-ce que je suis en France? Donc, tout d'abord, on va parler du côté américain de ce côté-là. Donc, aux États-Unis, comme je l'évoquais tout à l'heure, on parle de domicile fiscal. Attention, on ne parle pas de résidence fiscale. Quelle est la grande différence? C'est une résidence fiscale va être du ressort de la fiscalité et de l'imposition sur le revenu.
Pour rappel, aux États-Unis, deux grands critères. C'est soit c'est un critère d'immigration. Si j'ai un passeport américain, si je suis titulaire du passeport américain ou d'une carte verte, peu importe le nombre de jours que j'habite aux États-Unis, je suis résident fiscal américain et redevable de payer mes impôts sur mes revenus mondiaux. Et on va avoir un critère, sinon, de présence physique. Si en moyenne, je passe 183 jours, donc on va regarder une règle des 3 dernières années, si en moyenne, je passe 183 jours aux États-Unis, donc on va prendre 100% du nombre de jours N, un tiers du nombre de jours d'année N-1 et un sixième du nombre de jours d'année N-2, si cette somme globale fait 183 jours, je suis résident fiscal américain et imposé sur mes revenus mondiaux. Dans le cadre successoral et des donations, on va regarder le critère de domicile fiscal. Ça veut dire que je peux être dans une circonstance où je suis résident fiscal, donc imposé sur mes revenus mondiaux aux États-Unis, mais non domicilié fiscalement au regard des successions et donations. Ça veut dire que je ne serai pas imposé sur tout ce que j'ai en dehors des États-Unis, mais par contre, je n'aurai pas le droit aux fameux abattements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du domicile fiscal? On va regarder, est-ce que je suis aux États-Unis de façon permanente avec l'intention d'y rester? Donc ça, c'est pour ça qu'on parle de domicile. Donc une personne, on va en parler juste après, qui est domiciliée aux États-Unis, va devoir prouver qu'elle a l'intention de rester. Donc c'est sur des critères qui sont assez subjectifs, mais par exemple, un des critères qui va être déterminant, c'est le critère de carte verte. À partir du moment où je fais une demande de carte verte, je prouve que je veux rester de façon indéfinie sur le sol américain, même si c'est tous les 10 ans la carte verte. De ce fait, automatiquement, je serai considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis et donc redevable de payer mes impôts sur les successions, sur mon patrimoine mondial des donations et successions aux États-Unis, mais avec un abattement de 15 millions de dollars, quand même assez conséquent. Donc, dès lors que je fais cette demande, souvent même, c'est pas forcément, on est obligé d'attendre d'avoir cette carte verte. D'ailleurs, j'ai effectué cette demande, on va prouver qu'on a l'intention d'y rester. En revanche, si j'ai un visa de travail, mais le visa est restrictif, c'est-à-dire qu'il est limité dans le temps et il peut ne pas être renouvelé. Même si vous êtes là depuis 15 ans, parfois, et que vous avez un visa, vous avez renouvelé par exemple un visa d'investisseur, vous avez renouvelé plusieurs fois, malheureusement, on n'est pas là pour rester sur le sol américain. Donc, dans ce cadre-là, on peut se voir refuser le critère de domicile fiscal. Alors, ça ne va pas être l'unique critère, on aura d'autres critères qu'on va regarder. Est-ce que j'ai, par exemple, même si je n'ai pas de carte verte, est-ce que finalement la grande partie de mon patrimoine est aux États-Unis? Ça peut être un critère. Est-ce que toute ma famille est ici? Est-ce que, un truc qui peut être important, ça peut paraître un peu bizarre, mais est-ce que si demain je décède, ou si je souhaite me faire enterrer, est-ce que je vais me faire enterrer aux États-Unis ou en France? C'est vraiment un critère pour montrer l'intention de rester. Donc, le carte verte est un des critères déterminants, mais si on n'a pas de carte verte, on pourra se trouver dans une situation, on va regarder d'autres critères, mais attention, il va falloir avoir un dossier assez béton, entre guillemets, parce que vraiment, le gros avantage, la grosse conséquence d'être domicilié fiscalement aux États-Unis, c'est qu'on a le droit à un abattement, j'insiste bien, de 15 millions de dollars. Donc, si on est un couple, ça fait 30 millions de dollars. Comme je l'ai dit, attention, ne confondez pas domicile fiscal et résidence fiscale. Maintenant, du côté français, quand on est en France, la notion de résidence fiscale est assez proche finalement de la notion de résidence fiscale pour l'impôt sur le revenu. Donc en fait, en quelque sorte, c'est l'article 4B du Code général des impôts en France qui va déterminer la résidence fiscale. Donc si je suis résident fiscal au regard de l'impôt sur le revenu, je serai également considéré comme résident fiscal au regard des successions de nations en France. On va regarder aussi, attention, le critère de bénéficiaire en France, on en parlera un petit peu après. En droit interne en France, on peut être assujetti au régime des successions et des donations si le bénéficiaire est résident fiscal français, mais là, s'il l'est depuis au moins 6 ans. Ça, c'est le critère déterminant. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, si vous avez des enfants à vous qui habitent en France, on parlera après de la convention fiscale, mais en critère de droit interne, pour les 6 premières années, il ne sera pas considéré comme étant résident fiscal au regard des successions et des donations pendant les 6 premières années dans ce cadre-là. Donc tout cela a pour conséquence, comme j'ai évoqué tout à l'heure, je peux me retrouver dans une situation un peu paradoxale où je ne serai considéré comme étant domicilié fiscalement au regard des successions et donations, ni en France, ni aux États-Unis. Pourquoi pas aux États-Unis? Parce que j'habite aux États-Unis, je passe plus de 183 jours, je suis résident fiscal pour l'impôt sur le revenu, mais je serai non domicilié fiscalement au regard des successions et de donations. En France, je serai non résident fiscal, donc là aussi, je ne serai pas redevable de payer mes impôts sur les successions et donations sur mon patrimoine mondial. Donc en gros, qu'est-ce qui se passera? C'est que tous les actifs qui sont en France sont taxés en France, tous les actifs qui sont aux États-Unis sont taxés aux États-Unis. Mais attention, aux États-Unis, je n'aurai pas droit aux abattements, comme on a évoqué tout à l'heure. On parlera un peu plus tard de la convention fiscale dans ce cadre-là au niveau des abattements. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer si je suis au sens inverse,
domicilié fiscalement dans les deux pays. Par exemple, j'ai un passeport américain, donc je vais être automatiquement considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis au regard des successions et donations, mais j'habite également en France, donc je devrais considérer également résident fiscal français et au regard des successions et donations, redevable de payer mes impôts sur les donations et successions sur le patrimoine mondial. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'éviter d'avoir des doubles résidences fiscales. Le seul cas où on va pouvoir avoir une double résidence fiscale dans le cadre de la convention fiscale, puisqu'on a une convention fiscale qui a été conclue entre la France et les États-Unis, on va en parler pas mal au cours de ce webinaire. Et la convention fiscale, sachez qu'il y a très peu de pays, je crois de mémoire, il y a 16 pays qui ont conclu une convention fiscale sur les successions et donations avec les États-Unis. La France en fait partie. Vous verrez, on a un certain nombre d'avantages. Et qu'est-ce que définit la convention fiscale au regard des successions et donations? La convention fiscale va dire que c'est la résidence fiscale prioritaire qui va prédéterminer le lieu d'habitation permanent. Donc, dans ce cadre-là, à l'exception si j'ai le passeport américain ou quoi qu'il arrive, je serai en gros résident des deux pays. Dans tous les autres cas de figure, je ne pourrais pas être résident des deux pays, domicile fiscalement des deux pays. Donc, c'est le lieu de résidence de la personne qui donne ou qui décède qui va être prédéterminante. Et on va regarder son lieu de séjour habituel et sa nationalité en dernier ressort. Donc attention, on va essayer de regarder dans ce cadre-là comment définir la fiscalité au regard des successions de nations. N'oubliez pas, là on parle de droit interne maintenant, pour revenir un petit peu, je vous l'évoquais tout à l'heure, en critère français, c'est différent du critère américain. Vous savez qu'en critère français, quand on parle de donation et des successions, on a deux cas de figure, on paye une donation et une succession. Premier cas de figure, c'est si la personne qui donne ou la personne qui décède est résidente fiscale française. Si cette personne-là qui donne, qui décède est résidente fiscale française, elle va devoir s'acquitter de payer un impôt sur les donations ou successions sur son patrimoine mondial en France. Alors quand je dis elle, techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de fiscalité des successions et des donations, en France, c'est en général le bénéficiaire qui paye la succession ou la donation. C'est le principe, même si dans la pratique, c'est un petit peu différent, mais c'est le principe, c'est le bénéficiaire qui paye. Donc, le premier critère, on va regarder où est la personne qui donne et qui décède. Imaginons que cette personne qui donne ou qui décède n'habite pas en France, est non résidente fiscale française. Là, on va regarder un deuxième critère. On va regarder où est le bénéficiaire. Si le bénéficiaire, comme j'ai évoqué tout à l'heure, est résident fiscal français et qu'il est depuis au moins 6 ans, depuis plus de 6 ans, dans ce cadre-là, ce bénéficiaire, sur l'intégralité du patrimoine qu'il va percevoir, soit par donation, soit par succession, provenant du non-résident, il devra payer un impôt en France. Alors ça, il faut faire attention parce qu'on se retrouve à payer un impôt dans ce cadre-là. Là, c'est ce qu'on appelle, c'est la personne qui est bénéficiaire qui va se retrouver à devoir payer un impôt dans ce cadre-là. Du côté américain, comme je l'évoquais tout à l'heure, du côté américain, le domicile fiscal, c'est l'intention d'y rester. Donc, à partir du moment où on a une carte verte, on va considérer comme étant domicile fiscalement aux États-Unis. Sachez qu'en fiscalité successorale aux États-Unis, c'est la personne qui donne ou qui décède qui paie l'impôt. Donc, en fait, c'est elle qui va faire une déclaration fiscale de donation ou de succession et officiellement, c'est elle qui va payer l'impôt, contrairement à la France où c'est le bénéficiaire qui paye l'impôt. Donc, on aura ce principe-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis dans une situation de dire, ben voilà, Olivier, moi, j'habite aux États-Unis, on est domicilié fiscalement aux États-Unis, nous avons une carte verte, on est américain, mais on a nos enfants, un de nos enfants habite en France et résident fiscal français. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, du coup, mince, on se fait un peu rattraper par la France, que du coup, la France va nous demander à notre fils ou notre fille de payer un impôt en France parce que, sous prétexte, il est bénéficiaire en France. On a la convention fiscale qui la va entrer en jeu. Et retenez bien cela, parce que là aussi, beaucoup de gens font cette, entre guillemets, erreur. L'article 4 de la convention fiscale va définir la fiscalité successorale. Et la convention fiscale qui a été signée entre la France et les États-Unis dit la chose suivante, c'est le pays de résidence, de domicile de la personne qui donne ou qui décède qui va être prédéterminante. Ça veut dire que dans nos cas de figure, la famille Durand, elle habite aux États-Unis, leurs enfants habitent en France, même si en droit interne, la France pourrait se prévaloir que le fils se retrouve à payer un impôt sur les donations qu'on va lui faire en France, la convention fiscale va dire c'est uniquement taxation dans le pays de résidence de la personne qui donne, aux États-Unis. Le seul cas de figure où l'on peut toujours avoir une fiscalité, on en parlera après, de donation de succession en France, c'est lorsque l'on a de l'immobilier situé sur le territoire français. Hein, c'est dans le cadre de la convention fiscale également. Dans ce cadre-là, on aura une fiscalité applicable. Mais là, peu importe que les enfants soient en France ou pas, qu'il y ait un bénéficiaire en France ou pas, à partir du moment où nous, en tant que personne physique, nous sommes propriétaires d'un bien immobilier en France, il y aura toujours un impact fiscal
de donation successorale en France. Mais dans tous les autres cas de figure, si vous habitez aux États-Unis et que même si votre enfant habite en France, quand bien même le droit interne dit quelque chose, n'oubliez pas que la convention fiscale va au-delà des droits internes. Donc ça, toujours bien comprendre, parce que souvent, il y a des erreurs qui sont effectuées, et même parfois même par le fisc français, c'est-à-dire que par principe, le fisc français va avoir tendance à taxer. Il faut invoquer la convention fiscale, et la convention fiscale est claire, c'est payer les résidences de la personne qui donne, qui va être prédéterminante. Donc pensez bien à cela, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut bien retenir dans le cadre de ce webinaire. C'est le pays de résidence, la personne qui donne, qui va être prédéterminante, quand bien même mes enfants sont en France et qu'en droit interne français, ils devraient être fiscalisés. Bien penser à cela. Donc maintenant, on va parler du grand principe de donation. On rentre dans le critère de donation. Donc c'est au vivant des personnes où on va faire une donation. Donc là, plusieurs cas de figure. Alors vous savez qu'en France, quand on parle de donation, c'est un acte de transmission. Dans certains cas, on en parlera après, il faut passer par un notaire quand c'est un bien immobilier, il faut faire un acte notarié. Dans les autres cas, si c'est une somme d'argent, par exemple, c'est uniquement un don manuel, donc il y aura juste des règles fiscales à effectuer dans ce cadre-là, bien comprendre. Du côté américain, on aura une déclaration, on en parlera après, de reporting. Souvent aux États-Unis, quand on fait une donation du vivant et que nous sommes domiciliés fiscalement aux États-Unis, il faut faire une donation soit du formulaire, ce qu'on appelle le 709, qui est la gift tax return, que l'on doit effectuer. Donc, on va déclarer, même si cette donation n'est pas imposable parce que j'ai un abattement important, il faut quand même effectuer cette déclaration. On en parlera après dans ce cadre-là. Et au décès, c'est le formulaire 706, 706, qui est la déclaration de succession dans ce cadre-là. Maintenant, on va parler, premier cas de figure, la famille Durand habite aux États-Unis. Et donc, dans ce cadre-là, décide de faire une donation à ses enfants. Donc, ils habitent à Miami, ils font une donation à ses enfants. Quel est l'impact fiscal? Donc, ils ne sont pas domiciliés fiscalement en France, ils sont domiciliés fiscalement aux États-Unis. Donc là, on parle de donation de valeurs mobilières, entre guillemets, de liquidités ou autres, aux enfants. On est en droit américain, convention fiscale France-États-Unis. À l'exception de l'immobilier situé sur le territoire français, tout se passe en pays de résidence de la personne qui donne. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure, peu importe, même si mes enfants sont en France, dès lors que je fais une donation d'argent, cette donation d'argent, on va être au niveau de la fiscalité américaine. Et la fiscalité américaine est la suivante. Nous avons la possibilité de donner chaque année jusqu'à 19 000 $ par personne sans devoir déposer de déclaration fiscale. N'oubliez pas le gros différentiel entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, on donne à qui on veut. Le lien de parenté n'a aucune conséquence sur la fiscalité, sur l'imposition et sur les abattements. La règle est la même pour toutes, peu importe à qui on donne. Donc, dans ce cadre-là, chaque année, je peux donner 19 000 $ par bénéficiaire à qui je veux. Enfants, petits-enfants, amis, 19 000 $ par personne. Donc, lorsqu'on est un couple, et si on veut donner aux enfants, du coup, on a la possibilité de donner jusqu'à 38 000 $ par an. C'est quand même pas anodin. Donc, n'hésitez pas à utiliser cela quand vous êtes aux États-Unis. C'est la possibilité d'effectuer cette donation. C'est toujours bien parce que ce sera toujours de l'acquis quand vous rentrerez vivre en France dans ce cadre-là. Et donc là, on n'a pas de reporting à effectuer. Et j'insiste bien également, du côté français, si vos enfants sont résidents fiscaux français, en France, il n'y aura pas d'imposition. Il y aura par contre, comme le bénéficiaire est en France, il faudra quand même que vos enfants fassent une déclaration de donation, comme quoi ils ont perçu une donation d'un résident fiscal américain. Mais dans le cadre de la convention, il n'y aura pas d'imposition. Ce sera juste du déclaratif à effectuer. Si par contre la donation est supérieure à 19 000 $ du côté américain, là, il faudra déposer une déclaration fiscale, donc le formulaire 709, quand on effectue un même délai que la déclaration fiscale individuelle, donc au 15 avril de l'année qui suit, voire au 15 octobre si on effectue une extension. On va utiliser l'abattement des 15 millions de dollars. Donc, n'oubliez pas que, comme quand je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, j'ai le droit à un abattement que j'utilise soit de mon vivant, soit à mon décès, soit au cours des deux. Ce que j'ai utilisé de mon vivant sera déduit à mon décès, dans une enveloppe globale de 15 millions de dollars dans ce cadre-là. Donc, quelque chose qui est assez intéressant maintenant. Là, on va situer maintenant cheminement inverse. La famille Durand est résidente fiscale française, domiciliée fiscalement en France, non domiciliée fiscalement aux États-Unis, donc non résident d'un point de vue successoral et au niveau des donations aux États-Unis. Et là, dans ce cadre-là, les parents vont donner un bien immobilier situé sur le territoire américain. Alors attention, bien immobilier situé sur le territoire américain, il y a plusieurs conséquences fiscales. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, je suis dans une situation où je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, donc je n'ai pas le droit d'abattement. N'oubliez pas, là, je passe d'un abattement, j'étais à 15 millions de dollars à quasiment zéro, donc là, on a le droit à 19 000 $ d'abattement, c'est tout. Donc, fiscalité qui atteint rapidement 40%.
Donc ça, c'est la première conséquence fiscale assez importante, c'est que si je donne en tant que non-résident américain un bien immobilier situé sur le territoire américain, hein, n'oubliez pas cette règle, comme j'ai évoqué tout à l'heure, dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, la seule chose que le pays de non-résidence peut pratiquer un impôt sur les donations et successions, c'est lorsqu'on a de l'immobilier situé sur ce territoire. Donc là, l'immobilier est aux États-Unis. Quand bien même je suis non-résident, le fisc américain va demander de payer un impôt. Donc, je n'ai pas d'abattement. Premier inconvénient fiscal. Deuxième inconvénient qu'il faut bien connaître, c'est la notion de step-up aux États-Unis. Là aussi, c'est une deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui aussi dans le cadre de ce webinaire. Step-up, qu'est-ce que ça veut dire step-up? C'est d'avoir la possibilité d'apurer la plus-value lorsqu'on effectue une donation et succession. Il faut savoir qu'en droit français, lorsque l'on donne soit de son vivant, soit à son décès, quelque chose qui a accumulé de la plus-value, qui a pris de la valeur. Donc, j'ai un bien immobilier que j'ai acheté 500 000 dollars, qui en vaut 1 million de dollars au moment où je le donne de mon vivant ou à mon décès. Si je le donne à mon fils, donc je vais payer des droits sur 1 million de dollars de donation. Mais si mon fils le revend le lendemain, il n'y aura pas de plus-value parce qu'on aura réévalué la valeur de ce bien à la valeur de marché. Donc, il n'y aura pas de plus-value en droit français. En revanche, en droit américain, on distingue vraiment est-ce que je donne de mon vivant, est-ce que j'en ai hérité de mon vivant ou au décès de mes parents. En droit américain, lorsque l'on fait une donation de son vivant, la plus-value n'est pas apurée. Ça veut dire, ce qui est très important, c'est que ce même bien immobilier que j'ai acheté aux États-Unis qui vaut 500 000 dollars, que j'ai acheté 500 000, il en vaut 1 million de dollars quand je fais la donation. Non seulement je suis non-résident, donc je me retrouve à payer des droits sur 1 million de dollars sans abattement, donc ça va très vite, hein, on va être 40% assez rapidement, on va payer entre 300 et 400 000 dollars d'impôts sur les donations à payer. Mais en plus de cela, si mon fils le revend le lendemain, il va se retrouver à payer un impôt sur la plus-value de 500 000 parce que je vais lui transférer ma base et ma plus-value que je n'ai pas payée et lui va devoir la plus-value. Donc j'ai la double peine parce que, j'aurais payé un impôt sur les donations que je ne pourrais pas déduire de mon impôt sur le revenu. Et en plus de ça, je me retrouve à payer l'impôt sur les successions, enfin sur les revenus, pardon, sur la plus-value. Donc attention à cela, pensez bien là aussi. Autre notion, step up, oula, bien comprendre si je donne de mon vivant, attention, du côté américain, j'ai une dichotomie avec la fiscalité française et donc je n'appure pas la plus-value. Donc je peux transmettre un peu un casse-dent empoisonné au niveau de mes enfants. Donc après, il faut faire ses calculs, mais il faut quand même bien comprendre cela dans ce cadre-là. Donc, dans mon cas à moi, hein, la famille de Durand, non domiciliée fiscalement aux États-Unis, ils payent un impôt aux États-Unis. Ils sont domiciliés fiscalement en France, donc n'oublie pas, redevable de payer un impôt sur son patrimoine mondial sur la donation du côté français. Par contre, à l'impôt français qui va être calculé, je vais déduire l'impôt américain que j'aurais payé pour bien évidemment éviter la double imposition, mais quand même bien comprendre cela. Maintenant, si je suis dans le cas d'une double nationalité, je vis en France et que je suis un citoyen américain qui habite en France, attention à cela. Je vous évoquais tout à l'heure, je me retrouve dans le cas de la convention qui prévoit toujours une imposition d'avoir une résidence fiscale dans les deux pays. Donc, en gros, c'est payer à la source qui va être très déterminant. Donc, si c'est pour tout ce qui est américain, je paierai un impôt aux États-Unis, mais je devrais quand même déclarer mon patrimoine mondial. Et pour tout ce qui est en France, je paierai un impôt en France et je déduirai le patrimoine que j'aurai, l'impôt que j'aurais payé du côté américain. Mais attention, chose qu'il faut bien comprendre, c'est lorsque l'on est américain, si certains d'entre vous, vous avez le passeport américain, vous conservez du patrimoine aux États-Unis, à partir du moment où vous allez rentrer vivre en France, vous serez redevable de payer un impôt sur les donations et successions sur votre patrimoine mondial. J'insiste bien parce que beaucoup de gens l'oublient, ça. Donc là, on parle d'un système où j'avais un abattement de 15 millions de dollars en étant domicilié fiscalement aux États-Unis, à un système où le fait de devenir résident fiscal, je passe un abattement de 100 000 euros sur le patrimoine total, y compris le patrimoine américain. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, même si j'ai le passeport américain, ce n'est pas un enjeu aux États-Unis, j'ai un abattement de 15 millions de dollars. Mais en France, je me retrouve un système à 100 000 dollars. Donc, ce patrimoine américain va se retrouver à être taxable du côté français. Donc, attention, on parlera après de l'anticipation quand on rentre vivre en France, mais pensez bien à cela dès lors que vous faites le pas. Même si vous conservez du patrimoine américain, ce patrimoine américain fera l'objet d'une fiscalité successorale en France. Comprenez bien cela, très important dans ce cadre-là. Maintenant, je suis le nini. J'ai dit tout à l'heure, je peux me retrouver dans une situation où finalement, j'habite aux États-Unis, je suis résident fiscal américain, mais je n'ai pas de carte verte, je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis, donc je ne suis considéré comme étant comme non domicilié aux États-Unis. Et en France, je serai non domicilié fiscalement en France. Là, comme j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui est en France sera taxé en France, tout ce qui est aux États-Unis sera taxé aux États-Unis. Mais attention, je ne peux pas faire appel à la convention fiscale entre la France et les États-Unis dans ce cadre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mes enfants, moi j'habite aux États-Unis, mais je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis puisque je n'ai pas la carte verte, par exemple,
et que j'ai des enfants qui habitent en France, sur toutes les donations que je vais leur effectuer, même s'il y a du patrimoine américain, ils vont se retrouver à payer un impôt en France parce que c'est le droit interne qui s'appliquera. La convention fiscale ne rentrera pas en jeu puisque je ne suis ni domicilié fiscalement en France, ni domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc attention à cela, hein, bien comprendre cette problématique sur laquelle on peut se retrouver souvent confronté dans ce cadre-là. Maintenant, on va basculer sur, n'oubliez pas tout à l'heure, je vous évoquais un des rares cas où si je suis domicilié fiscalement aux États-Unis et la France peut me demander toujours une imposition, c'est si j'ai de l'immobilier qui est situé sur le territoire français. Donc, dans ce cadre-là, la famille Durand décide de faire une donation d'un bien immobilier situé sur le territoire français. Et là, on s'en fiche un petit peu du statut, c'est-à-dire que la famille Durand soit domiciliée fiscalement aux États-Unis ou pas, la fiscalité sur les successions et donations va s'appliquer en France. Et donc, dans ce cadre-là, je vais faire une donation, je vais l'évoquer tout à l'heure, savoir qu'en France, on a le droit de donner tous les 15 ans jusqu'à 100 000 euros par bénéficiaire. Donc, si on a 4 enfants, par exemple, c'est 400 000 euros. Si on a 2 enfants, c'est 200 000 euros. Si on est en couple, ça fait 200 000 euros chacun par enfant, en quelque sorte. Et dans ce cadre-là, si vous pouvez aussi également donner aux petits-enfants de votre vivant, qui est 31 865 euros, et c'est tous les 15 ans que ça se renouvelle, et également à son conjoint. On parlera de la subtilité aussi des conjoints. Mais en France, je peux donner au conjoint 80 724 euros tous les 15 ans. Pensez bien même aux petits-enfants. Souvent, on l'oublie aussi ce critère-là parce que de son vivant, on peut donner aux petits-enfants. À son décès, c'est plus compliqué. N'oubliez pas qu'en France, on a les réserves héréditaires, on a quand même des choses qui sont un peu plus compliquées. Mais n'hésitez pas à donner de votre vivant aux petits-enfants parce que 31 865 euros, c'est toujours ça de gagner aussi et c'est tous les 15 ans dans ce cadre-là. Donc, c'est un bien immobilier situé sur le territoire français. Je vais devoir passer par un notaire. C'est un acte obligatoire hein, dans ce cadre-là. Donc, ce sera un acte notarié. Et on a quelque chose qui va être intéressant, dont on parlera après, c'est la nue propriété, mais ce sera pour la salle un petit peu plus loin. Maintenant, autre cas de figure qui est un petit peu lié au précédent, mais là, je suis un peu plus précis, c'est-à-dire que la famille Durand habite à Miami et domiciliée fiscalement aux États-Unis. Elle donne un bien immobilier situé sur le territoire français. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, fiscalité en France sur les donations. J'ai le droit de donner jusqu'à 100 000 euros sans payer d'impôt. De là, je paye un impôt. Du côté américain, comme je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, je dois déclarer mon patrimoine mondial. Donc, toutes les donations que j'effectue, y compris des donations étrangères, je dois les déclarer sur ma déclaration de donation aux États-Unis, le formulaire 709. Si ça dépasse 19 000 $, il faut que je fasse le formulaire 709. Et je vais utiliser l'abattement, hein, l'abattement qui est de 15 millions de dollars. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser soit de votre vivant ou à votre décès. Et quand on a un couple, ça fait 30 millions de dollars. Et tout ce qui est au-dessus, on atteint rapidement, vous verrez tout à l'heure, dès qu'on atteint 1 million de dollars, on atteint 40% de fiscalité. Alors, en termes de tranche d'imposition, vous verrez tout à l'heure, il faut savoir qu'on a des tranches similaires, plus ou moins, entre la France et les États-Unis. C'est vraiment l'abattement qui fait la vraie différence. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, attention, je donne de mon vivant un bien immobilier situé sur le territoire France. Donc en France, ce même bien que j'ai acheté 500 000 qui en vaut 1 million d'euros, donc je le donne à mon fils. Donc j'ai payé l'impôt sur les successions en France. Si mon fils le revend le lendemain, bah, je n'aurai pas d'impôt à payer en France puisque j'ai apuré la plus-value. Mais là, du côté américain, je me retrouve dans une fiscalité où là, j'ai des mauvaises surprises. Et là aussi, on a souvent des surprises quand on fait des déclarations fiscales aux États-Unis, où là, on se dit, bah non, mais c'est bon, j'ai pas eu de plus-value en France, mais comment vous avez hérité de cette plus-value? Ah bah j'en ai hérité, c'est une donation que j'ai eue de mes parents. Ah oui, donc c'est une donation de leur vivant. Oui, et combien vos parents avaient acheté ce bien? Ah bah il avait acheté 500 000, mais j'en ai hérité pour 1 million, donc je le revends aujourd'hui pour 1 million, je ne paie pas d'impôt. Ben, si aux États-Unis, il faut payer un impôt parce que vous êtes résident fiscal américain et vous avez hérité du vivant de vos parents d'un bien immobilier qui avait de la plus-value. Et donc, malheureusement, je n'ai pas de step-up aux États-Unis. Je l'ai en France, mais pas aux États-Unis. Donc là, attention à ce piège dans ce cadre-là où on se refait souvent, entre guillemets, coincé. Si en revanche, vous n'êtes pas résident fiscal, comment dirais-je, vous n'êtes pas résident fiscal américain dans ce cadre-là, on en parlera tout à l'heure. Si vous percevez, vous êtes résident fiscalement américain, vous percevez une donation, on en parlera tout à l'heure, d'un non-résident fiscal français, mes parents me donnent de l'argent. Si cette donation dépasse 100 000 $, je dois déclarer, le reporter sur une déclaration 3520 américaine qui dit la chose suivante, dès lors que l'on touche une donation, une succession d'un patrimoine qui dépasse 100 000 $ au cours d'une année considérée, il faut le déclarer aux États-Unis. Je ne paie pas d'impôt du côté américain. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, quand on hérite de quelque chose en tant que résident fiscal américain,
on ne paye pas d'impôt, on doit le déclarer, mais on ne paye pas d'impôt dès lors que l'on hérite d'une personne qui n'est pas résidente fiscale américaine. Sauf si elle a l'immobilier, comme j'évoquais tout à l'heure, situé sur le territoire américain. Dans tous les autres cas de figure, je n'ai pas d'impôt à payer, mais j'ai une obligation déclarative. Donc, pensez bien aussi à ce formulaire-là, 3520, si vous héritez de votre famille française et qu'il y a pas, c'est pas du patrimoine américain, il faut le déclarer quand même sur ce formulaire-là. Il n'y a pas d'impôt à payer, il faut le déclarer. Si vous ne le faites pas, c'est 20% de pénalité. C'est dommage, mais ça fait quand même un montant important, alors qu'à la base, on ne paie pas d'impôt. On parlera tout à l'heure de l'exit tax dans ce cadre-là. Alors maintenant, comment je peux, connaissant toutes ces petites choses-là, bah voilà, Olivier, moi, la problématique, c'est qu'en France, on veut optimiser, parce que la fiscalité successorale est quand même importante, je veux optimiser et je préfère donner de mon vivant parce que les biens vont prendre de la valeur. Mais aux États-Unis, finalement, je perds l'intérêt parce que je n'ai pas le fameux step-up. Donc, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un mix des deux? Et donc, il y a un mix des deux qui est assez intéressant et qui s'appelle bien évidemment le démembrement en France, hein. Le démembrement, c'est quoi? C'est en gros, on découpe un bien immobilier en deux propriétaires, le nu propriétaire, qui est vraiment la personne qui est propriétaire du bien immobilier, et l'usufruitier, qui est la personne qui a le droit de son vivant d'utiliser comme il le souhaite ce bien immobilier, ou alors de le louer, de toucher les revenus de ce bien immobilier. C'est quelque chose qui est très utilisé en droit français. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous donnez de votre vivant la nue propriété d'un bien immobilier, il faut savoir que la valeur de l'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier. Et donc, en fait, on optimise complètement fiscalement parce que finalement, comment ça marche le démembrement en France? On va regarder l'âge de l'usufruitier. Donc, l'usufruitier, c'est par exemple, c'est moi. Je suis propriétaire d'un bien immobilier en France qui vaut 1 million d'euros, que je souhaite donner à mon fils, mais je veux garder la disposition de ce bien, l'utilisation de ce bien ou de toucher les revenus. Donc, je donne la nue propriété à mon fils. Je suis dans le critère entre 41 ans et 50 ans. Un bien immobilier qui vaut 1 million d'euros va être valorisé, la nue propriété va être valorisée en fonction de mon âge à 40% en nue propriété. Donc, ça va être l'équivalent d'une donation de 400 000 euros. Donc, le bien immobilier vaut 1 million, c'est comme si je faisais une donation de 400 000 euros. Et imaginons que je suis marié, j'ai 2 enfants, donc j'ai un fils et une fille. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en droit français, on a le droit de donner 100 000 euros tous les 15 ans. Donc, lorsqu'on est un couple, ça fait 200 000 euros. Donc, quelque chose qui vaut 1 million d'euros, je vais être taxé sur 400 000 euros en France, puisque c'est la partie d'une propriété qui est taxable, parce que je suis entre 40 et 50 ans. Les 600 000 euros restants vers l'usufruit, il n'y aura jamais de fiscalité en faisant ça. Donc, le jour où je suis décédé, il n'y aura pas de fiscalité. Et derrière, je vais utiliser mes 100 000 euros auxquels j'ai droit. Donc, je suis un couple marié avec 2 enfants. Donc, j'ai un abattement de 400 000 euros. Je le fais de mon vivant. Ça veut dire qu'à la fin, je vais transmettre quelque chose qui vaut 1 million pour zéro. Tout en gardant la fiscalité, l'avantage fiscal du côté français. Donc là, j'ai réglé du côté français. Mais il va me dire, ouais, mais Olivier, du côté américain, comment ça se passe? Bah, comme aux États-Unis, on considère que c'est une donation incomplète parce que finalement, on garde un bout et on garde le contrôle de ce bien immobilier. Le fisc américain, les cas de jurisprudence qu'il y a eu, a considéré que le démembrement était considéré comme de ce qu'on appelle du life estate. Alors, ça n'existe pas vraiment le démembrement aux États-Unis à l'exception d'un État, on sait où, tous très bien, la Louisiane, on sait pourquoi. Mais en fiscalité, ce n'est pas reconnu en tant que tel. Donc, les courtes caisses que nous avons aux États-Unis, c'est l'équivalent démembrement et l'équivalent de life estate, qui prévoit que, comme c'est une donation incomplète, la valeur totale du bien est imposée au moment du décès de l'usufruitier. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je donne ce bien à mon fils, donc ce bien que j'ai donné, qui vaut 1 million d'euros, que j'ai donné pour une valeur de 400 000, je vais déclarer cette donation aux États-Unis sur le formulaire 709 comme une donation de 400 000, mais ça va être considéré comme une donation future. Ça veut dire qu'au moment de mon décès, ce même bien immobilier d'1 million, admettons qu'il en vaut 1,5 million, je t'extrapole 1,5 million, à ce moment-là, je vais devoir redéclarer ce 1,5 million sur ma déclaration de succession américaine, mais j'aurai le droit à un abattement de 15 millions de dollars, n'oubliez pas. Mais l'avantage, c'est que comme c'est une donation incomplète et je dois redéclarer ce bien immobilier au moment du décès de l'usufruitier, qu'est-ce que cela va permettre? D'apurer la plus-value, d'avoir le step-up. Et si mes enfants le revendent le lendemain de mon décès, pour 1,5 million, il n'y aura pas de plus-value du côté américain. Donc là, j'ai un peu le meilleur des deux mondes. Je profite un peu du flou, entre guillemets, je ne vais pas passer un flou, mais de cette notion un peu atypique pour avoir un avantage fiscal français sans avoir un inconvénient fiscal américain. Quand bien même l'inconvénient pourrait être de se dire bah, il faut que je redéclare la valeur du bien au moment de mon décès et ça peut, si je suis proche des 15 millions de dollars, ça peut effectivement m'impacter. Mais si finalement je suis loin des 15 millions de dollars, quand je suis en couple, ça fait 30 millions, il y a tout intérêt à avoir recours au démembrement qui est vraiment quelque chose de très intéressant. Autre possibilité, on est toujours donation du vivant, si je donne à
mon conjoint. Donc, dans ce cadre-là, l'épouse, Madame Durand, fait une donation à son mari, qui est domicilié fiscalement aux États-Unis. Alors là, on va distinguer les deux aspects. Tout d'abord, du côté français, c'est un bien situé sur le territoire français. N'oubliez pas, le seul cas de figure où la France peut me demander, moi, en tant que domicilié fiscalement aux États-Unis, de payer un impôt sur les donations ou successions, c'est si le bien immobilier est situé sur le territoire français. Là, le bien est situé sur le territoire français. Je veux donner à mon conjoint. Donc, madame donne à son conjoint. La problématique, c'est qu'en droit français, de son vivant, là aussi, souvent on l'oublie, on ne peut pas donner de façon libre de son vivant. C'est-à-dire qu'on peut donner que dans la limite de 80 724 € tous les 15 ans. Et donc, là, c'est la problématique, c'est que je suis limité à 80 724 €. Hein, n'oubliez pas qu'en droit français, c'est uniquement au décès de la personne qu'il y a une exonération totale de droits entre époux. C'est uniquement au décès. Hein. Du vivant, il n'y a pas d'exonération, elle est limitée à 80 724 €. Donc là, ça peut quand même être intéressant peut-être parfois d'utiliser peut-être quand même le démembrement pour utiliser ces 80 724 €. On aura cette déclaration en acte notarié du côté, bien évidemment, du côté français hein, pour faire état. Et maintenant, du côté américain. Du côté américain, on va avoir deux cas de figure. On va regarder le conjoint qui reçoit. Si le conjoint qui reçoit a le passeport américain, là, c'est un peu une subtilité, c'est-à-dire que n'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit, dès lors qu'on a une carte verte, on est domicilié fiscalement aux États-Unis, on a le droit à un abattement de 15 millions de dollars. Dès lors que le conjoint a le passeport américain, je peux donner au conjoint sans limite dans le temps. C'est-à-dire que ce soit de mon vivant à mon décès, je peux donner, même si je veux, l'intégralité de mon patrimoine, sans avoir de fiscalité des donations et de succession aux États-Unis, si mon conjoint est américain, et sans devoir utiliser mon abattement des 15 millions de dollars. Donc, il y a une vraie optimisation. Quand parfois on a des couples déséquilibrés où il y en a un qui a par exemple 25 millions de dollars de patrimoine, si Madame Durand a 25 millions de dollars de patrimoine, l'autre conjoint, par exemple, il a 5 millions. La somme des deux fait 30 millions, il y en a qui a 25 et l'autre 5. On peut se trouver dans une situation où on va justement donner dans la limite de 15 millions de dollars aux enfants pour utiliser l'abattement des 15 millions de dollars et faire en sorte de mettre dans un véhicule où c'est avec le conjoint survivant l'équivalent de 10 millions de dollars. Et du coup, au décès du conjoint, bah, le conjoint aura 15 millions de patrimoine à déclarer et avec 15 millions d'abattement. Et là, c'est une très bonne façon d'optimiser dans ce cadre-là, et parce que le conjoint est américain. Maintenant, si le conjoint n'est pas américain, s'il a une carte verte par exemple, bah là, dans ce cadre-là, il faudra utiliser l'abattement des 15 millions de dollars. Hein, on sera comme une personne normale qui devra être utilisée pour cette partie-là. N'oubliez pas aussi, hein, comme je fais une donation hein, du côté américain, attention du côté américain, je n'ai pas de step-up. Hein. Donation du vivant d'un bien immobilier, malheureusement, j'appure la plus-value du côté français, mais du côté américain, je n'appure pas la plus-value. Donc là, je peux me retrouver dans une situation fiscale un peu compliquée. Sachez quand même que du côté américain également, on a la possibilité de donner chaque année, si le conjoint n'est pas américain, 194 000 $ par an. C'est toujours ça de gagner, mais 194 000 $ par an, c'est toujours intéressant dans ce cadre-là. Maintenant, si on a la règle du nini, je vous l'évoquais tout à l'heure, mes parents vivent en France, ils veulent m'effectuer une donation d'argent, je l'évoquais tout à l'heure comme exemple. En tant que résident fiscal français, comment ça se passe? N'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, le seul cas de figure où éventuellement on pourrait demander de payer un impôt sur les donations de succession aux États-Unis, c'est s'il y avait un bien immobilier situé sur le territoire américain. Là, mes parents me font une donation d'argent, donc en France. Donc, la fiscalité des donations se passe en France. Aux États-Unis, la seule obligation fiscale que je vais avoir, c'est la déclaration dans le formulaire 3520 si la donation dépasse 100 000 $. Et bien évidemment, du côté français, hein, mes parents, s'ils me font une donation, bah là, on va utiliser l'abattement, c'est la fiscalité française. Hein. L'abattement, c'est 100 000 € entre parents-enfants. Et si c'est petits-enfants, 31 865 € dans ce cadre-là. Maintenant, on a parlé du vivant. Qu'est-ce qui se passe maintenant au décès hein? Quelle est la fiscalité applicable au décès des personnes? C'est une fiscalité qui est différente. Donc, si je décède en France, est-ce qu'il y a des impôts spécifiques à avoir dans ce cadre-là? Première chose déjà qui est la bonne nouvelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien immobilier. Dans le cadre d'un bien immobilier, je vous l'ai dit tout à l'heure, bien immobilier, là, on a la même chose entre fiscalité française et américaine. Je vais pouvoir apurer les plus-values. Donc, si je laisse des biens immobiliers comme héritage à mes enfants et que mes enfants le revendent le lendemain, il n'y aura pas de fiscalité d'imposition sur le revenu du côté américain, comme du côté français d'ailleurs, parce que j'aurai réévalué la valeur des actifs à mon décès. J'aurai ce qu'on appelle le step-up, qui est quelque chose d'assez intéressant. Du côté français, on a évoqué tout à l'heure, hein, du côté français, tout ce qui sera taxable en France, donc il y aura ce cas de figure qui sera taxable en France, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis résident fiscal français dans mon premier exemple. Hein. Là, on est dans le premier exemple. Au moment de mon décès, j'habite en France. Je ne suis pas domicilié fiscalement aux États-Unis.
Donc, tout ce qui sera en France, il y aura un acte notarié et tout mon patrimoine, comme je suis domicilié fiscalement en France au moment de mon décès, est taxable en France avec uniquement un abattement de 100 000 euros par enfant. Et du côté américain, on l'évoquait tout à l'heure, une obligation déclarative dans ce cadre-là. Donc, si j'ai une maison, là, c'est un petit peu différent. Je vous tout à l'heure, je vous évoquais la situation où je n'étais pas domicilié fiscalement aux États-Unis, j'étais domicilié fiscalement en France. Je faisais une donation de mon vivant à mes enfants d'un bien immobilier situé sur le territoire américain. Donc, j'avais dit tout à l'heure, il y avait deux conséquences fiscales. La première, c'est qu'il n'y avait pas d'abattement parce que je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis, donc je n'ai pas le droit à 15 millions de dollars. Je n'avais pas d'abattement, donc j'étais lourdement fiscalisé du côté américain. Et en plus de ça, je n'ai pas le step-up. Là, on a plus d'avantages. Premier avantage, je l'évoquais tout à l'heure, je réévalue la valeur du bien au moment du décès au niveau des plus-values. Donc, le même bien immobilier qui j'ai acheté 500 000 en vaut 1 million de dollars le bien immobilier américain quand je décède, mon fils le revend le lendemain, mes enfants le revendent le lendemain, pas d'impôt sur la plus-value, alors que dans mon vivant, ils en avaient un. Premier avantage fiscal. Deuxième avantage fiscal, là, c'est dans le cadre de la convention fiscale. On a un avantage fiscal dans la convention fiscale qui ne s'applique pas du vivant, mais qui s'applique au décès, qui dit la chose suivante. Une personne qui n'est pas résident domicilié fiscalement aux États-Unis au moment de son décès, mais qui a du patrimoine taxable aux États-Unis, a la possibilité d'avoir, au lieu d'avoir un abattement de 60 000 dollars, donc il faut savoir qu'en droit américain interne, au décès, quand on décède, nous avons un abattement sur l'immobilier qui est situé sur le territoire américain de 60 000 dollars. On ne va pas bien loin. Hein. Si j'ai un bien immobilier qui vaut 1 million de dollars, bah, je dois payer en tant que non-résident américain. Quand je dis moi, enfin mes enfants, ils vont hériter, ils vont devoir s'acquitter d'un impôt on va dire, on va être taxable sur un impôt, sur une base taxable, pardon, de 940 000 dollars. Donc là, on se retrouvera à payer au moins 300 000 dollars d'impôts aux États-Unis. Ça, c'est le droit interne. La convention fiscale est la chose suivante. Au lieu d'avoir l'abattement de 60 000 dollars, dès lors que cette personne a un passeport français, elle va pouvoir avoir l'abattement qui est calculé de la façon suivante. On va prendre le poids du patrimoine américain par rapport au patrimoine mondial. J'ai un patrimoine américain qui vaut 1 million de dollars. Mon patrimoine total vaut 10 millions de dollars. Donc, le poids de mon patrimoine américain représente 10% de la valeur totale de mon patrimoine mondial. Donc, 10%. À cela, on va regarder quel est l'abattement au moment de mon décès. L'abattement auquel a droit un domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, l'abattement, à l'heure actuelle, il est de 15 millions de dollars. Donc, la convention fiscale va dire, on va prendre le pourcentage du patrimoine américain versus patrimoine mondial, on va le multiplier par cet abattement auquel a le droit une personne domiciliée fiscalement aux États-Unis. Donc 15 millions fois 10%, ça fait 1,5 million. Donc j'aurai le droit, moi, en tant que non domicilié fiscalement aux États-Unis, un abattement de 1,5 million au moment de mon décès, au lieu de 60 000 dollars. C'est quand même super intéressant parce que là, au lieu de passer de quelque chose où je suis taxable à 300 000, là, je paye zéro impôt du côté américain. Ça, c'est un vrai avantage de la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Par contre, attention, je l'ai évoqué tout à l'heure, comme je suis domicilié fiscalement en France, je vais devoir déclarer l'intégralité du patrimoine, y compris le patrimoine américain. Donc, je me ferai un peu rattraper. Je ne paierai pas d'impôt aux États-Unis, mais je le paierai du côté français. Si j'ai un impôt à payer du côté français, je le paierai du côté français dans ce cadre-là. Mais c'est quand même un avantage qu'il ne faut pas négliger parce que c'est vraiment, j'insiste bien, on a très peu de pays qui ont cet avantage de la convention fiscale. Maintenant, les parents décèdent et on a l'inverse. On habite à Miami. La famille Durand habite à Miami, elle décède. Elle est non domiciliée fiscalement en France, domiciliée fiscalement aux États-Unis. Comme je l'évoquais tout à l'heure, seul cas de figure où le fisc français peut me demander un impôt sur les successions et donations, c'est si j'ai des biens immobiliers situés sur le territoire français. Donc, je vais devoir payer, mes héritiers vont devoir payer un impôt si je ne l'ai pas transmis avec les démembrements. Tout à l'heure, dans le cas du démembrement, n'oubliez pas, une fois que je décède, c'est automatiquement transmis sans impôt aux enfants. Là, si je n'ai pas fait de démembrement, j'ai du bien immobilier, c'est 100 000 euros d'abattement si je ne l'ai pas utilisé par enfant au moment de mon décès et je dois payer des droits. Ou alors, je peux décider de me faire une donation de dernier vivant, et c'est ce que je vous recommande souvent d'ailleurs, hein, si vous ne souhaitez pas faire de démembrement, c'est faire une donation de dernier vivant parce qu'en fiscalité française, comme j'ai évoqué tout à l'heure, peu importe que vous soyez résident ou pas, le conjoint survivant ne paie pas de droits sur ce qu'il hérite. Donc là, comme du coup, je suis résident fiscal français, américain, je peux appliquer les règles testamentaires américaines dans lesquelles on peut dire bah, c'est 100% qui revient à mon conjoint survivant. Mais dans ce cadre-là, je vais hériter, je vais donner au conjoint survivant la partie immobilière taxable en France. Et là, j'éviterai d'avoir une fiscalité française. Bon, après, je transfère cette fiscalité à mon conjoint. Donc, il faudra que mon conjoint le revende le bien ou fasse quelque chose, mais pas qu'il le conserve jusqu'à son décès. Mais au moins, ça permet de gagner du temps. Sinon, il faut payer un impôt si c'est les enfants qui héritent après l'abattement des 100 000 euros.
Du côté américain, comme j'évoquais tout à l'heure, si je décède, ben, ce bien immobilier vont se rajouter à tous les autres biens mondiaux que je vais déclarer sur mon patrimoine américain avec l'abattement des 15 millions de dollars et tout ce que dessus, j'aurai droit aux 40%. Donc, comme je l'évoquais, on a aussi un autre avantage fiscal dans le cadre des donations, dans le cadre d'une succession au niveau de la convention fiscale. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, si le conjoint à qui je donne n'a pas le passeport américain, eh ben, je vais devoir utiliser les 15 millions de dollars. J'aurai droit à 15 millions de dollars tout ce que je vais donner entre mes enfants et mon conjoint. Si l'enveloppe globale, ce sera 15 millions de dollars puisque mon conjoint n'est pas américain. La convention fiscale permet là aussi de la chose suivante. La convention fiscale entre la France et les États-Unis va dire la chose suivante. En plus des 15 millions de dollars que je dispose au jour d'aujourd'hui, je vais pouvoir rajouter un autre abattement, donc toujours les 15 millions de dollars, et au fur et à mesure, ça augmentera. Si le conjoint survivant est titulaire d'un passeport français, j'allais dire américain, mais américain, on s'en fiche, un passeport français, grâce à la convention fiscale, je vais pouvoir lui léguer en plus 15 millions de dollars. Donc, ça veut dire que sur mon patrimoine à moi, je vais pouvoir transmettre jusqu'à 30 millions de dollars sans payer de droit, alors que normalement, c'est 15 millions de dollars, parce que je bénéficie de la convention fiscale et que là, dans mon cas de figure, mon conjoint, la famille, dans la famille de Durand, n'est pas titulaire du passeport américain. Si le conjoint est titulaire du passeport américain, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est sans limite que ce soit mon décès ou au moment de la mort vivant. Donc, bien penser à cela. Et comme j'évoquais tout à l'heure, on aura cette possibilité d'avoir le step-up réévalué à la valeur des biens immobiliers. Enfin, connaissez bien la portabilité du côté américain aussi. Portabilité, c'est s'il y a un abattement que je n'ai pas utilisé, je peux le transférer au conjoint survivant. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si j'ai un patrimoine de 5 millions de dollars, mon épouse a un patrimoine, comme j'évoquais tout à l'heure, de 25 millions de dollars, par exemple. Au moment de mon décès, ben, normalement, je ne suis pas taxable. Donc, comme je suis en dessous des abattements, je ne devrais pas déposer de déclaration fiscale du côté américain. Sauf que comme j'ai 10 millions d'extra d'abattement, bah, je vais déposer une déclaration fiscale pour dire, quand je dis je, mes successeurs, enfin les personnes testamentaires, dans lesquelles je vais transférer mes 10 millions de dollars du surplus à ma conjointe, qui va donc bénéficier d'un abattement de 15 millions plus 10 millions, 25 millions de dollars qu'elle pourra utiliser lorsque elle décédera dans ce cadre-là. Là, il y a la règle du nini, comme j'évoquais tout à l'heure, les parents décèdent, s'ils sont ni domiciliés fiscalement en France ni aux États-Unis, c'est le droit interne qui s'applique. Je ne vérifie pas la convention fiscale, malheureusement, donc je serai taxable dans chacun des pays sur le patrimoine qui est situé sur le territoire. Sur le territoire, et n'oubliez pas que du côté américain, j'aurai le droit juste à un abattement de 60 000 dollars. Donc là, ça fait mal et ça va très, très vite dans ce cadre-là. Si je suis résident des deux pays, n'oubliez pas, j'insiste bien aujourd'hui, dès lors que vous redevenir résident fiscaux français, quand bien même vous êtes américain, vous serez redevable de payer un impôt en France sur votre patrimoine mondial. Donc j'insiste bien parce que du côté américain, un abattement de 15 millions de dollars, là, de ce côté-là, on ne l'aura pas, important. Les retraites, pensez bien à la retraite, c'est un mauvais outil de transmission, la retraite, notamment quand vous avez des plans pré-taxe retraite, les traditionnels IRA, les traditionnels 401k. Sachez qu'on a une double fiscalité. On a une fiscalité successorale, c'est-à-dire que les plans de retraite s'inscrivent dans le patrimoine de succession. Donc, si on est aux États-Unis, on pourrait se dire, bon, j'ai de la marge, j'ai 15 millions de dollars, mais sachez qu'on transmet la fiscalité. Il n'y a pas de step-up aussi, comme j'évoquais tout à l'heure du vivant, c'est-à-dire que mes enfants vont hériter de ma fiscalité. Donc, si je transfère un plan de retraite à mes enfants, déjà, ils auront 10 ans pour prendre cette retraite. Donc, bon, ça peut déjà s'étaler. Mais surtout, ils vont devoir payer un impôt chaque année sur le revenu, qui est le même impôt que j'aurais payé dans le cadre de la fiscalité d'imposition sur le revenu. Donc, si certains d'entre vous, vous avez des plans de retraite, vous rentrez vivre en France, là, ça peut faire très mal parce que ça rentrera dans votre patrimoine de succession du côté français, assujetti aux droits de succession français, donc ça va vite, c'est pas jusqu'à 40, 45%. Et en plus de cela, mes héritiers vont devoir payer l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Donc là, vous allez me dire, je ne pourrais même pas étaler sur 10 ans parce que pour payer l'impôt sur les successions en France, qu'est-ce qu'on fait aux héritiers? Ils vont devoir liquider le plan de retraite aux États-Unis, sauf que si je liquide le plan de retraite aux États-Unis, ben l'IRS va me dire qu'il faut payer un impôt sur le revenu. Donc en gros, je peux me retrouver à la fin avec 80% d'imposition entre les successions et les revenus et 20%. Donc il y a une vraie stratégie à mettre en place dans ce cadre-là. Soyez prudents là-dessus. Dernière chose, sachez également, si certains d'entre vous, vous avez pour ambition, pour objectif de dire de toute façon, moi, un jour, je vais rentrer en France et je rends mon passeport ou ma carte verte. Sachez qu'on a ce qu'on appelle une exit tax, qui s'appelle l'expatriation tax aux États-Unis, qui s'applique dans deux cas de figure. Premier cas de figure, passeport américain, donc là, ça s'applique automatiquement. Ou deuxième cas de figure, si j'ai une carte verte que je détiens depuis au moins de 8 ans. À partir de la 8e année de carte verte, je suis considéré comme expatrié si je rends ma carte verte. Si j'ai moins de 8 ans, je ne suis pas considéré comme expatrié. Et ça va dire quoi? Ça veut dire que dans ce cadre-là, on va regarder
en tant qu'expatrié, est-ce que vous êtes considéré comme un cover expatriate? Cover expatriate, c'est si rempli d'un des trois critères suivants. Au moment où je rends mon passeport, ma carte verte que j'ai depuis au moins 8 ans, l'impôt moyen que je paye est en moyenne au cours des 5 dernières années supérieur à 211 000 $. Là, je paye d'impôt, donc c'est quand même assez important. Ou alors, mon actif net, tout compris, y compris l'actif français, mondial, l'actif net, et y compris les plans de retraite, est supérieur à 2 millions de dollars. Il y a un troisième cas de figure, c'est si je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales, où là, il n'y a pas de limite. Et dans ce cadre-là, je vais être considéré comme étant automatiquement covered expatriate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire comme si je liquidais l'intégralité de mon patrimoine. Je vais avoir une conséquence fiscale, je vais devoir payer un impôt sur revenu sur toutes les plus-values attentes que je vais accumuler supérieur à 910 000 $. Deux, sur tous les produits de retraite que je vais avoir, je vais devoir payer un impôt sur ces retraites qui sera un one-shot. Mais surtout, le plus important, là j'en joue aujourd'hui, c'est que si j'ai des enfants qui décident de conserver leur passeport américain ou leur carte verte, qui disent bah, vous êtes gentil, papa, maman, vous rendez votre passeport ou votre carte verte. Moi, ma vie, je l'ai fait aux États-Unis, je reste américain, je reste que vivre aux États-Unis. Sachez qu'il y a une loi fiscale qui existe et qui a été d'ailleurs rendue permanente en janvier 2026 par l'administration fiscale américaine qui dit la chose suivante. Un résident fiscal américain, donc vos enfants, si vos enfants décident de rester ou de garder un passeport américain, qui perçoit une donation, une succession d'un cover expatriate, donc cette fameuse personne qui a rendu son passeport ou sa carte verte et qui est au-dessus des seuils, va devoir payer un impôt sur toutes les donations et successions qu'il va percevoir sans abattement et la tranche marginale d'imposition qui est de 40%. Donc imaginez, moi, cette année, je suis passeport américain et je donne 1 million de dollars à mon fils, abattement de 15 millions de dollars, pas de fiscalité. Je rends mon passeport américain en fin d'année, j'acquitte mon exit tax, je deviens corps d'expatriate. L'année prochaine, je refais une donation d'1 million de dollars à mon fils. Mon fils va devoir payer 400 000 $ d'imposition. Donc là aussi, faites attention, ne vous précipitez pas à rendre votre passeport américain ou votre carte verte également. Là, dans ce tableau-là, vous aurez les tranches. Adrien va vous en parler maintenant, hein. À gauche, vous avez les abattements du côté français. À droite, les abattements du côté américain. Dans ce tableau-là, à gauche, vous avez les tranches d'imposition américaines, à droite, les tranches d'imposition françaises. Vous verrez qu'on atteint rapidement des taux assez similaires, sauf que le grand différentiel, c'est l'abattement, hein. À droite de l'écran, c'est au-dessus des 15 millions de dollars d'abattement dans ce cadre-là. Donc, pensez bien à retenir. Adrien va y insister maintenant. Anticipez dès maintenant, si vous faites des acquisitions immobilières avec vos enfants, pensez à les mettre avec vous, au travers notamment d'SCI familiales ou de démembrement. Attention à l'utilisation des trusts en cas de retour en France, qui ne sont pas reconnus. Donc, pensez à utiliser les family partnerships ou les family corporations. Adrien va en parler. Pensez à utiliser comme outil les assurances vie américaines et toujours réfléchir bien aux doubles formalités entre les formalités fiscales françaises et américaines à chaque fois que vous effectuez quelque chose. Et ce sera une transmission pour toi, Adrien. Parfait. Merci Olivier. Et du coup, ensemble, comme le disait Olivier, on va pouvoir rentrer dans un exemple pratique. Donc, on va continuer avec notre famille Durand et on va mettre des chiffres sur cette famille Durand et on va voir ensemble comment, en utilisant enfin, une bonne partie de ce que vient de nous présenter Olivier, eh bien, ils vont pouvoir optimiser leur situation. Donc, la famille Durand, qui est une famille franco-américaine, a fait le choix de rentrer en France pour sa retraite et donc souhaite se planifier, optimiser par rapport à cela. On a un patrimoine qui a une valeur nette de 3 millions d'euros. Il souhaite acheter de l'immobilier en France à hauteur d'1 million d'euros. Et ensuite, le reste est diversifié, compte retraite, compte d'investissement, euh, 2 millions d'euros. Ils ont 2 enfants. Leur résidence fiscale, comme l'a dit Olivier, et leur domicile fiscal, comme ils passeront leur retraite en France, sera bien la France. Alors, première question que la famille Durand nous pose, euh, eh bien, on passe à ça, quelles sont les différentes catégories d'imposition? Olivier en a parlé tout à l'heure, il y a 2 grandes catégories en France. Il y a tout ce qui va passer à travers la succession, à l'immobilier, ce qu'on a sur les comptes d'investissement, que ce soit manage account, brokerage account, et les liquidités qu'on a en cash. Et on a une partie, on va voir dans quel cas, qui va passer hors succession. Qu'est-ce que ça veut dire dans la succession ou hors succession? Ce n'est pas les mêmes règles et ce n'est pas les mêmes taux d'imposition. Olivier en parlait tout à l'heure, tout ce qui passe dans la succession, c'est-à-dire chez le notaire, on vient de voir ensemble les différents actifs, eh bien, va être taxé en fonction des tranches que l'on voit ici. Alors, petite note importante quand même, parce que quand on voit 45%, on se dit, oh waouh, c'est énorme. Il faut quand même savoir que c'est par enfant. Donc, si par exemple j'ai 2 enfants, les 45% existent,
mais ils existent sur 3,6 millions et non 1 million 8. Ça, c'est important. Deuxième partie, c'est ce qui va passer hors succession. On l'a vu tout à l'heure, assurance vie, cash value life insurance américaine. J'y ai contribué avant mes 70 ans, ça passe hors succession. Ici, je vais avoir un nouvel abattement qui est de 152 500 euros par bénéficiaire. J'insiste sur bénéficiaire, c'est pas forcément les enfants. Ici, par exemple, on accompagne beaucoup de personnes qui souhaitent mettre leurs neveux, nièces en tant que bénéficiaires. Pourquoi? Parce qu'à travers leur succession, Olivier en a parlé tout à l'heure, la succession serait fortement pénalisée à travers ce type d'outil, assurance vie française, cash value life insurance américaine. Eh bien, ils bénéficient de 152 500 euros d'abattement, ce qui est extrêmement intéressant. Mais au-delà de cet abattement supplémentaire, qui vient au-delà de l'abattement de 100 000 euros, ils vont avoir une taxation qui va être propre à ce type d'outil. La taxation, elle est de quoi? Elle est de 20% sur les premiers 700 000 euros par bénéficiaire et ensuite 31,25%. On voit qu'ici, euh, si je combine, et on va voir comment on va le faire tout à l'heure, tout ce qui va être solution de démembrement et assurance vie, je vais pouvoir optimiser drastiquement ma succession et tout cela sans me déposséder, simplement en me structurant de manière différente. Et donc, la question de la famille Durand, c'est de dire, écoute, Adrien, si je ne fais rien aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui se passe pour moi? À quelle sauce je vais te manger? On se rappelle, ils achètent un bien immobilier en France à 1 million d'euros, actif financier de 2 millions d'euros. Leur base taxable, étant donné qu'ils ont 2 enfants, c'est 100 000 euros d'abattement par parent, par enfant, à travers la succession. On en a parlé tout à l'heure. Donc 3 millions moins 400 000 euros, on est bien à 2,6 millions. Il y aura un impôt, lorsqu'on rentre dans les tranches que l'on voit ici, qui est estimé à 335 000 euros par enfant, soit 670 000 euros. La famille Durand, avec leur patrimoine de 3 millions, a transmis 2,3 millions à leurs enfants, un tout petit peu plus de 2,3 millions, ce qui fait 1 165 000 par enfant. Bon, face à ce constat, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser les choses en implémentant ce qu'a montré Olivier tout à l'heure. Première chose simple, acheter aujourd'hui, ils ont 45 ans, ils sont en train de rentrer en France, donc plutôt que d'acheter le bien en pleine propriété, ils décident de l'acheter à travers une SCI. Cette SCI, ils vont donner la nue propriété des parts à leurs enfants, donc ils bénéficieront de la discount dont parlait tout à l'heure Olivier. Ici, j'ai une valeur transmise de 1 million d'euros. La valeur fiscale est de 400 000 euros. J'ai 2 parents, 2 enfants, ça tombe bien, c'est mon accès, c'est mon abattement maximum. Ils peuvent donc passer ce bien immobilier sans impôt sur la succession. C'est la première partie. Deuxième chose, si, en termes d'actifs financiers, ils vont se positionner de façon différente. Ils vont tout de même garder tout ce qui est compte titre, compte retraite, à hauteur de 1,4 million d'euros. Et ensuite, chaque parent va prendre une assurance vie américaine. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour maximiser les abattements et les avantages fiscaux. On a 2 parents, 2 enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je vois que sur ma cash value, la valeur le cash value, qu'est-ce que c'est? C'est simplement mon épargne rachetable au sein de mon contrat d'assurance vie, qui a une valeur de 600 000 euros. Elle va pouvoir être transmise de façon complètement tax-free. Pourquoi? 152 500 euros d'abattement par parent, par enfant, fois 2, ça me fait 610 000. Et donc, ma cash value de 600 000 euros peut donc passer à mes enfants de façon tax-free. Ici, on voit marqué capital transmis aux bénéficiaires 1 million. Vous allez me dire, comment ça se fait? Est-ce qu'ils ont mis plus? Non. Une des propriétés propres aux assurances vie américaines, c'est qu'en plus de mon épargne investie, j'ai un capital d'essai qui est un multiple de mon épargne investie. On voit ici, j'investis 600 000 euros, j'ai 400 000 euros d'assurance d'essai. C'est un avantage supplémentaire et des fonds qui vont passer à mes enfants de façon tax-free. Donc, si je fais les maths, stratégie numéro 1, sans planification, je paye 670 000 euros d'impôt, j'ai une valeur
nette transmise de 2 330 000 euros. Je n'ai pas bénéficié des avantages de l'assurance vie et je n'ai utilisé aucune stratégie. Stratégie numéro 2, je planifie simplement en donnant la nue propriété de mon bien immobilier que j'achète, en utilisant la SCI, comme on a vu tout à l'heure, et j'utilise une assurance vie. Je n'ai pas grandement changé par rapport à la stratégie numéro 1. Je me suis juste positionné de façon plus stratégique. Et en me positionnant de façon plus stratégique, on voit que j'ai réduit mon impôt de succession de 70%. J'ai transmis 3,2 millions au lieu de 2,3, donc pratiquement 1 million supplémentaire. J'ai fait une économie d'impôt de 473 000 euros. Donc ici, le but, c'est tout simplement de dire, bah, il faut se préparer. Olivier en a parlé tout à l'heure. Aux États-Unis, on a 15 millions d'euros par an que l'on peut passer. La planification fiscale, alors, pour les personnes à gros patrimoine, il y a des choses à faire, mais je dirais pour la plupart d'entre nous, elle est simple. Le plan, c'est d'utiliser ces déductions-là. En France, les choses changent. Je passe de 15 millions à 100 000 euros. Ça nécessite du planning. Mais on voit qu'en planifiant bien, en prenant le temps et en planifiant bien sa stratégie, on peut rester dans des tranches d'imposition qui sont très raisonnable, et donc optimiser sa succession sans se déposséder. Pourquoi? Parce que bon, quand même, lorsqu'on part à la retraite, l'objectif, c'est de profiter pleinement. Dernier point, on en parlait un peu plus tôt. Est-ce que, au-delà de ce dont on vient de parler, je peux aller, par exemple, en étant résident fiscal américain, domicilié aux États-Unis, est-ce que je peux utiliser, par exemple, d'autres solutions qui me permettraient d'utiliser mes 15 millions d'exemptions et les seraient pérennes lors d'un retour en France? La réponse, c'est oui. Je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle des family entities, qui sont des sociétés de famille américaines. Et l'idée ici, c'est, par exemple, j'ai pris l'exemple d'une personne qui a porté un compte titre au sein de cette société, ça peut être un bien immobilier, peu importe. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir garder les intérêts de gestion, ce qu'on appelle les manager interests aux États-Unis. Donc attention, j'ai bien le contrôle total, c'est moi qui prends toutes les décisions, j'utilise les fonds comme bon me semble. Par contre, à mes enfants, lorsque je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, je leur donne les intérêts économiques. Donc c'est bien qui possède la société. C'est un peu comme, alors ce n'est pas la nue propriété l'usufruit, mais ça ressemble beaucoup. C'est bien eux qui possèdent cette société-là, mais par contre ils ne peuvent pas prendre de décision et ils n'ont aucun accès direct au fonds. L'avantage ici, c'est que si je le fais bien, si je me structure correctement, eh bien, comme je le disais, je vais pouvoir aller un peu plus loin que ce dont on a vu précédemment. Je vais pouvoir également optimiser la partie liquide sur laquelle j'avais fait aucun travail. Alors, chaque stratégie est bien sûr complètement personnelle et personnalisable. On a pris l'exemple de la famille Durand. Euh, à la suite de cette conférence, on en a parlé de beaucoup de choses. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Ce sera un plaisir de vous faire un bilan personnalisé et vous présenter des solutions qui sont adaptées à votre situation. Très important. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui et on va pouvoir passer à la partie questions. Olivier, je te rends la parole. En tout cas, merci beaucoup. Et si je dois retenir un seul mot, c'est anticiper. Voilà, anticiper. Et je rappelle à tout le monde qu'évidemment, l'équipe que vous avez en face de vous, Adrien et Olivier, qui travaillent pour et avec et dont ils sont partenaires, USA France Financials, vous aident à anticiper. C'est leur métier. Voilà. Je te laisse la parole, Olivier. Ouais, merci Romain, merci encore hein, Romain pour l'organisation du webinaire. Donc on a des petites questions, je vais répondre, j'ai 6 questions. Première question, alors bonjour et merci d'organiser ce séminaire. Quelle démarche doit être faite en anticipation d'une donation de fonds détenus aux États-Unis par une personne à double nationalité France-US établie aux États-Unis et étant imposable aux États-Unis? La donation serait pour des personnes sans liens familiaux. Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, l'un des gros avantages que l'on a aux États-Unis, il n'y a pas déjà le principe de lien de parenté, contrairement à la France. Donc, aux États-Unis, dès lors que vous êtes domicilié fiscalement aux États-Unis, vous donnez à qui vous voulez et la fiscalité sera la même. Donc, le grand principe, je donne à qui je veux, dans la limite, bien évidemment, de l'abattement des 15 millions de dollars de mon vivant ou à mon décès. Donc, ce qu'il faut anticiper, c'est déjà
savoir qu'il faudra déclarer, dès lors que cette donation dépasse 19 000 $, il faudra effectuer une déclaration fiscale d'un point de vue américain. Donc, elle s'établit, comme j'évoquais tout à l'heure, dans les mêmes limites que les déclarations fiscales d'impôt sur le revenu, au 15 avril de l'année prochaine, voire au 15 octobre. Et la seconde chose, c'est où est la personne à qui vous avez donné. Donc, même si vous donnez, et sachez aussi, ça c'est une autre chose, j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais si vous donnez à une personne, même si cette personne est en France et n'a pas de lien de parenté, ça c'est le gros avantage que l'on a. Vous savez qu'en France, hein, malheureusement, et bon, pourtant avec toutes les familles recomposées, les lois n'ont jamais été changées. Si on n'est pas en lien direct, bah, on se retrouve à une fiscalité très très importante. Et là, si on n'a aucun lien familiaux, hein, c'est plus de 60% de fiscalité en droit français, 65% même. Et dans ce cadre-là, même si demain vous décidez, vous êtes domicilié fiscalement aux États-Unis, vous donnez à une personne en France, ça peut être un neveu, une nièce ou même un ami, la convention fiscale marchera également. C'est-à-dire que même si en droit interne, vous devriez avoir une fiscalité très conséquente, là, il n'y en aura pas. Il y aura une obligation déclarative, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc, la personne qui va toucher cette donation en France devra effectuer cette déclaration, mais elle va invoquer la convention fiscale et ne paierait pas d'impôt. C'est vraiment le vrai avantage que l'on a. Donc là, dans ce cadre-là, si la personne, vous n'avez pas de liens familiaux, et même si cette personne est en France, on aura cet avantage fiscal dans ce cadre-là. Donc, pensez bien surtout à l'aspect déclaratif. Mais sinon, vous aurez le droit à l'abattement des 15 millions de dollars. Donc, il n'y a pas de fiscalité dans ce cadre-là. Seconde question. Est-ce que j'avais d'autres? Je suis propriétaire d'un bien immobilier, d'une maison en France, pardon. Je l'ai acheté depuis 20 ans. Mon notaire recommande de faire une donation en nue propriété afin que mon enfant adulte puisse bénéficier d'une fiscalité préférable par rapport à une succession classique. Pour info, nous habitons aux États-Unis depuis plus de 20 ans et la maison en France est une résidence secondaire. Est-ce que cette donation immobilière en nue propriété est reconnue aux États-Unis, notamment État de New York? Alors déjà, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, le démembrement en tant que tel hein, n'est pas reconnu ou est reconnu comme l'équivalent d'un life estate. Ça veut dire que vous faites une donation d'un droit futur en droit au niveau fédéral, en fiscalité fédérale américaine. Donc, on va devoir déclarer cette donation aux États-Unis, mais comme une donation d'un droit, comme une donation incomplète, ce qu'on appelle précisément, c'est une donation incomplète. Donc, au moment de votre décès, il faudra que cette donation soit taxable. L'inconvénient, c'est que ça rentre dans le patrimoine de taxation. Alors, du côté fédéral, si on a 15 millions de dollars d'abattement, ce n'est pas une problématique. Mais effectivement, du côté de New York, là, on risque d'avoir une problématique parce que, dans la mesure où on va devoir recapter ce patrimoine immobilier au moment du décès dans l'État de New York, si ce patrimoine, encore une fois, on dépasse 7 millions de dollars, là, on aura une fiscalité du côté de New York. Donc, pour répondre à votre question, elle ne sera pas reconnue en tant que telle, mais moi, quand même, je l'utiliserai parce que vous aurez une vraie optimisation fiscale du côté français. Et même si y aura une fiscalité du côté de New York, s'il y en avait une, si tu es supérieur à 7 millions de dollars, elle serait quand même inférieure à une fiscalité française si vous ne faisiez rien. Donc, faites-le parce que vous aurez que des avantages et notamment le fameux step-up dont je vous ai évoqué tout à l'heure, hein, d'apurer les plus-values. Donc, ma recommandation, c'est de le faire quand même elle serait pas reconnue quand même de ce côté-là. Bonjour, j'aimerais connaître quelle est la fiscalité d'un résident américain, carte verte, qui reçoit un bien immobilier situé en France, donné par ses parents, résident en France, et notamment le step-up rule. Alors, deux choses à connaître, hein. N'oubliez pas, dès lors que vous héritez par donation ou succession d'un héritage d'un non-résident et que cette donation ou succession dépasse 100 000 dollars au cours de l'année, il faut faire du reporting aux États-Unis, déclarer cela aux États-Unis, donc déclaration 35-20. Maintenant, concernant le step-up, ça va dépendre comment il est donné. Si vos parents vous le donnent en pleine propriété, comme j'évoquais tout à l'heure, malheureusement, eh ben, vous allez hériter de la base fiscale de vos parents en droit américain. Ça veut dire que, comme on l'a évoqué de l'exemple que vient de montrer Adrien, ce même bien immobilier qui vaut 1 million d'euros, vous en avez hérité pour 1 million d'euros, vos parents l'ont acheté pour 500 000. Techniquement, en France, il n'y aura pas d'impôt à payer si vous le revendez le lendemain pour la même valeur, 1 million d'euros. Mais aux États-Unis, il y aura un impôt à payer sur les 500 000 parce que je n'ai pas apuré la plus-value comme j'en hérite du vivant. En revanche, si c'est de la nue propriété, du démembrement, comme j'évoquais tout à l'heure, on peut profiter de cette interprétation du fisc américain comme quoi c'est un life estate. Donc, ce qui se passera, c'est que vous allez effectuer le jour où vos parents ne seront plus là. Donc, vous allez déclarer cette donation d'une propriété sur le 35-20. Le jour où vos parents ne seront plus là, il va falloir demander auprès d'un notaire qui vous valorise la valeur du bien, première étape, qui vous effectue un courrier dans lequel il indique que vous avez hérité au moment du décès de votre parent de la pleine propriété du bien. Et vous, ça vous permet de prendre la position du côté américain de déclarer, encore une fois, sur le formulaire 35-20, la fair market value du bien, la valeur marchande du bien, et donc d'avoir cette position-là
que vous héritez du bien à ce moment-là, et ça va vous permettre d'avoir ce fameux step-up donc, qui vous permettra de neutraliser la fiscalité du côté américain. Sinon, on aura une problématique, bien évidemment, dans ce cadre-là. Les comptes IRA et Roth américains sont-ils considérés comme des biens-prendre d'une succession en France? Il y a-t-il, entre guillemets, une récompense pour le conjoint survivant comme pour les PER français? Alors, sachez que de façon générale, tout ce que, et d'ailleurs aux États-Unis, quand dans le cas d'un IRA, un IRA, que ce soit un Roth ou pas un Roth, si le bénéficiaire et le conjoint survivant, bah, tout simplement, on va convertir le ROS et le conjoint survivant va continuer à avoir le ROS. Il n'y a pas de limite, il peut le conserver jusqu'à, entre guillemets, la fin de sa vie, l'utiliser, et on n'a pas de problématique du côté américain. Du côté français, si on est résident français, ce qui se passera, c'est que de toute façon, comme j'évoquais tout à l'heure, n'oubliez pas tout ce qui est transmis au conjoint survivant. En France, en fiscalité française, il n'y a pas de fiscalité à proprement parler en France. La fiscalité s'applique que si le bénéficiaire ou le conjoint sont les enfants. Et là, on aura une fiscalité, comme j'évoquais tout à l'heure, qui sera punitive à la fois du côté américain et du côté français. Donc, dans ce cadre-là, il y a pas, ce sera considéré comme un bien propre du côté les plans de retraite américains que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est un peu handicapant parce que dans le cas du Roth, ça va, on n'a pas de fiscalité d'impôt sur le revenu, mais si ce n'est pas du Roth, je vais avoir une fiscalité parce que c'est de la succession taxable en France, sauf si le bénéficiaire est le conjoint survivant. Mais par contre, du côté américain, si c'est du pré-taxe, du traditionnel, bah, je vais avoir une fiscalité sur l'impôt sur le revenu. Donc attention à cela. Romain l'a dit à juste titre, et Adrien l'a dit tout à l'heure, anticipez bien quand on a des plans de retraite, anticipez bien une bonne stratégie. Surtout, ne léguez pas, ne donnez pas comme héritage des plans de retraite à vos enfants, parce que c'est dommage, d'être travaillé toute votre vie et ils vont avoir une fiscalité qui va être très lourde, surtout si vous habitez en France et vous finissez vos jours en France. Ça, c'est important. Est-ce que la transmission du dernier vivant s'applique non seulement à l'époux, mais aussi aux enfants? Tout le monde est américain. Alors, oui et non. En général, la transmission d'un vivant, c'est plutôt au conjoint survivant qu'on le fait. Et par principe, quand le conjoint survivant décède, ce sont les enfants. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, de toute façon, dans ce cadre-là. Je suis français et américain. Je vis au Texas depuis 11 ans. J'ai deux filles qui ont également la double nationalité. L'une vit en Californie, pardon, l'autre vit au Québec. Si je fais un don de 1 million de dollars chacune, celle qui est en Californie n'aura aucun impôt payé, et quid de celle qui vit au Québec? Alors effectivement, celle qui est en Californie n'aura pas d'impôt à payer. N'oubliez pas de faire la déclaration fiscale, toujours. Il va falloir reporter les 2 millions de dollars sur une déclaration de donation aux États-Unis. Au Québec, à ma connaissance, il n'y a pas d'impôt sur les donations succession dès lors, un, de toute façon, que c'est du cash, et deux, dès lors que le donateur ou la personne qui donne ou qui décède n'est pas au Québec. Donc, dans ce cadre-là, pour moi, il n'y aura pas de problématique. Validez bien, par contre, avec un fiscaliste québécois s'il y a des reportings à effectuer. Et notamment, je sais qu'il y aura certainement un reporting parce que vous devez déclarer vos comptes en banque que vous avez à l'étranger. Donc, si vous faites une donation sur un compte américain, il faudra que votre fille pense bien à déclarer ce compte au Québec. Donc, elle en parle bien à son fiscaliste. Je suis français-américain de même que ma femme et mes 4 enfants. Le domicile fiscal de ma femme et moi-même est aux États-Unis. Mes 2 enfants sont en France, un en Suisse et le dernier aux UK. Mes enfants, il y en a 2 en France, un en Suisse et le dernier aux UK. Ma femme et moi sommes actionnaires de notre business américain. Peut-on donner des actions de ce business à nos enfants sans taxe de succession pour nos enfants tant que nous sommes résidents fiscaux américains, c'est-à-dire avant notre retour en France dans quelques années? Alors, la réponse est du côté français, c'est oui. Alors, attention du côté français, ma recommandation, là aussi, c'est que si vous avez pour optique un jour de rentrer en France, même si vous faites des donations d'actifs qui ne sont pas américains, dès lors que vous habitez aux États-Unis, faites la déclaration de donation en France. Pourquoi? Parce que déjà, il vaut mieux le faire parce que le fisc français a de plus en plus tendance à essayer de recapter les donations qui n'ont pas été enregistrées quand les personnes rentrent vivre en France. Donc, maintenant, la plupart de la position des avocats et des notaires en France, c'est enregistrer toutes les donations que vous faites, même si vous n'êtes pas résident fiscaux américain, même si le patrimoine n'est pas français. Enregistrer chaque année ces donations parce que comme ça, elles seront actées en droit français, il n'y a pas d'impôt à payer. Et si un jour vous rentrez, le fisc français ne pourra pas vous dire: ah ben non, mais on n'a pas eu connaissance de ces donations. Si, je les ai actées. Donc faites-le. Donc déjà, pour vos 2 enfants qui sont en France, il n'y aura pas de débat. Pour votre enfant qui est à Genève et au Kiev, je pense qu'il n'y aura pas de problématique aussi parce que, dans ma connaissance, il n'y a pas de taxe, pareil, sur les bénéficiaires. Et vous, en tant que personne qui donnez, vous êtes résident fisco-américain, l'actif est américain. Donc ma réponse à 100%, c'est sûr pour la France. Validez quand même du côté UK et UK et Suisse. Mais en tout cas, oui, faites-le tant que vous êtes aux États-Unis parce que vous avez profité en plus des abattements, des fameux abattements 15 millions de dollars dans ce cadre-là du côté américain. Donc faites-le. Et la dernière question,
Lors du décès d'un résident fiscal américain, comment se passe la succession pour les enfants résidents fiscaux français? Alors, deux choses. Tout dépend de ce que vous avez comme actifs. Si les actifs sont uniquement américains, bah, toute la succession se passera aux États-Unis d'un point de vue civil et d'un point de vue fiscal. Donc, il y aura une déclaration fiscale américaine avec abattement des 15 millions de dollars. Il y aura le fameux probate qui sera en route s'il y a un probate avec l'application du testament. Il y aura un exécuteur testamentaire. Donc, tout se passera aux États-Unis. Du côté français, si vos enfants sont en France et qu'il n'y a pas de bien du côté français, la seule obligation de vos enfants, ce sera une obligation déclarative, comme j'évoquais tout à l'heure, où on va faire appel à la Convention en disant j'ai hérité d'une personne qui est en tant que bénéficiaire d'une personne résidente fiscale américaine, en accord avec la Convention fiscale franco-américaine, dans la mesure où il n'y a pas d'actifs français, je ne paie pas d'impôts en France. Si en revanche, il y a des biens qui sont situés sur le territoire français, ben là, il y aura besoin de passer par un notaire également en France. Donc, on aura une double succession ouverte du côté américain et du côté français. Voilà, Romain. Je pense on est bon. Adrien, tu veux que je repasse la parole avec Romain? Bon, on est bon pour les questions. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Olivier. Et je rappelle à tous ceux qui ont des questions, et on a tous des questions à poser sur un sujet qui est évidemment extrêmement sensible, qui est l'après-nous et le pendant nous, puisqu'il faut anticiper. Et je vous rappelle à tous, je vous invite à ouvrir votre téléphone, la caméra, et à, pourquoi pas, poser vos questions à Adrien ou à Olivier, qui vous ont laissé sur l'écran leur QR code qui vont vous directement vous lier vers leur rendez-vous en ligne, prise de rendez-vous en ligne. Voilà, au pire des cas, vous les trouvez très facilement sur Google. Olivier et Olivier Siro et Adrien Hérault sont particulièrement connus de la communauté française aux États-Unis. Et c'est l'exemple que vous, enfin, cette société USA France Financial, c'est vraiment, je trouve, assez unique dans le monde des expatriés dans le monde pour apporter ce service aux Français qui sont expatriés, et en l'occurrence aux États-Unis, avec cette convention franco-américaine. euh, Enfin, je trouve ça assez touchant pour la communauté française d'avoir ce support-là. Voilà. Donc, c'est mon petit commentaire personnel. Et j'invite tout le monde à les contacter parce qu'évidemment, ces rendez-vous sont gratuits, j'imagine. Ouais. Ouais, merci beaucoup, Romain. Merci pour ces mots. Effectivement, hein, les rendez-vous sont gratuits. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Et puis comme ça, vous pourrez voir de façon personnalisée ce qui peut être mis en place pour vous et comment optimiser votre situation bah, au niveau patrimonial. Voilà. Et sans vouloir vous faire de la publicité, parce que vous le faites très bien, ne serait-ce en montrant votre expertise, vous travaillez avec combien de familles françaises aux États-Unis maintenant? On travaille avec plus de 1800 familles françaises ici aux Voilà. États-Unis depuis plus de 15 ans. Donc voilà, un petit moment Parfait. qu'on voit ces types de problématiques et les questions qu'on a abordées aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a une petite légitimité quand même sur ces sujets. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas que ce webinaire est enregistré, que vous allez pouvoir le revoir sur le Friendstrick ou sur notre chaîne YouTube. Et donc, si vous avez envie de revoir une partie ou tout simplement de découvrir l'ensemble de ce webinaire, ce sera fait puisque c'est enregistré. Merci beaucoup, Olivier Sureau et Adrien Hérault. À très bientôt. À bientôt, merci. Merci Romain. Merci, Au Romain. revoir. Merci à tous.